d'un autre de ces résidents de ce lieu, il y en a à Paris, qui s'appelle la Fabrique de la Cité. Je suis heureux de vous accueillir ce soir, en nombre un peu congru, mais les circonstances sont particulières, ici même donc à Léonard Paris, plus nombreuses en ligne, et vous aurez vous aussi en ligne l'occasion d'interagir avec nous pour une nouvelle soirée ou une nouvelle rencontre que nous organisons dans le cadre de ce festival Building Beyond, qui pour la 3e année consécutive veut traiter du futur des villes, des territoires, et cette année en particulier de leur métier. Il s'agit d'une série, d'un festival de 30 rencontres qui sont organisées matin, midi et soir, ici à Léonard Paris, le laboratoire du futur des villes et des infrastructures qu'on a voulu lancer chez Vinci voici un peu plus de 2 ans et demi, et je le disais, en ligne. Ce festival a déjà mis une quinzaine d'événements derrière nous, qui se sont écoulés tout au long de la semaine. Il y en reste 14 à venir, et on traitera la semaine prochaine, tous les matins, midi et soir, je le disais, du futur du travail, de l'énergie, des mobilités, de la façon dont le numérique intervient en ville, et on aura même lundi soir une intéressante soirée, une projection et un débat avec Dominique Marchais, qui est le réalisateur d'un documentaire qui s'appelle La ligne de partage des eaux, et qui parcourt en quelque sorte le bassin versant de la Loire et en commente différents aspects naturels et urbanistiques. J'espère vous y voir nombreux. Ce soir, on a voulu, un peu à la manière dont on le fait depuis maintenant une semaine, donner la parole à des professionnels de ces villes et de ces territoires. Alors, le plus souvent, on a traité avec des gens qui étaient des professionnels de la ville, des professionnels de la santé, de la mobilité, et le plus souvent des gens qui travaillaient, qui étaient soit des universitaires, soit des innovateurs radicaux, soit des gens issus des métiers précisément de la construction et de la mobilité. Ce soir, on ne pouvait pas oublier les décideurs publics, dont les métiers également sont bien évidemment bousculés, challengés par les nouveaux enjeux qui se présentent donc à l'horizon des métropoles. Cette soirée, autour précisément des nouvelles ou des futures missions des adjoints, nous avons décidé de la faire animer par Mathieu Brandt, qui est journaliste chez Uzbek Erika, qui est notre partenaire sur un certain nombre de ces rencontres, et qui va donner la parole successivement donc à différentes figures que nous sommes heureux d'accueillir, vrais ou faux adjoints. On entendra Célia Bloel, qui est adjointe à la maire de Paris, Tamara Galzernik, qui est chercheuse à l'Institut Pasteur, François Gemène, chercheur lui aussi, mais à Sciences Po, Laura Coligny d'Urbact, et enfin Romain Baucher, qui lui jouera l'adjoint au design. Je vous laisse la parole à tous. Merci. Et je vous encourage encore une fois à poser vos questions sur la plateforme pour ceux qui nous suivent en ligne. Merci Mathieu. Mathieu ou l'autre va prendre la parole pour débuter. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais essayer d'être le plus concis possible pour qu'on puisse assez rapidement donner la parole aux intervenantes et intervenants. Merci déjà à Léonard de nous permettre de discuter du futur de la ville, même si, et ça sera aussi l'objet de cette soirée et de cette discussion, les chocs qui étaient censés arriver dans les villes dans lesquelles nous vivons, à 2030, à 2050, bouleversent d'ores et déjà notre quotidien. La liste de ces chocs, on les connaît, crise sanitaire, pollution, inégalité. Malheureusement, tous ces chocs-là nous bouleversent déjà aujourd'hui. Et on va parler bien sûr du futur, on va parler du présent. Les deux, vous l'avez remarqué, s'entremêlent un petit peu dans l'actualité. Présent, futur, on ne sait plus trop où on en est. Mais, et ce que j'ai trouvé intéressant quand j'ai travaillé sur le sujet, c'est aussi de se replonger dans l'histoire. Je garde 2 choses quand je parle d'histoire pour les villes, en tout cas ce qui nous concerne pour la discussion. La première, c'est de dire que la ville, aujourd'hui, est à l'image de la grande accélération de nos sociétés qu'on a connues depuis le XVIIIe siècle. Révolution industrielle, électrification, société de consommation, de loisirs, ultra-mobilité, on en reparlera peut-être ce soir, et enfin, numérisation plus récemment. On peut dire que la ville a accompagné le grand progrès technique depuis le XVIIIe siècle. Et en accompagnant ce progrès technique, on peut aussi dire qu'elle a peut-être de moins en moins pris en compte le climat, son environnement, voire même ses propres habitants. Et la suite, on nous l'annonce, c'est la fameuse Smart City. Mais est-ce qu'on ne serait pas arrivé à un point culminant? Est-ce qu'on ne serait pas arrivé à un pic
Pour les fans de pétrole, le PIC, Oil PIC, City PIC. Là, sous mon masque, ça se voit pas, mais je rigole beaucoup. J'ai tenté une vanne. Ça a pas trop bien marché, mais peut-être que j'en tenterai d'autres plus tard. Donc, est-ce qu'on serait pas arrivé à ce point culminant? Et est-ce que la ville, au final, ne serait pas le bon niveau pour remettre en cause le progrès, ce fameux progrès, cette flèche qui serait toujours ascendante? Est-ce que les villes ne seraient pas le bon niveau pour questionner ce fameux progrès? On l'a vu pendant la crise liée au coronavirus, pardon. Ce fameux progrès n'a plus vraiment la cote. Et on le voit encore les dernières semaines avec les débats sur la 5G. Derrière ce terme Amish et toutes les polémiques qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit une contestation grandissante de ce tout technologie, ce tout tech. Qu'est-ce que ça veut dire de ça? Est-ce que, par exemple, il y a eu des débats sur l'installation d'antennes 4G? Est-ce que vous vous souvenez de ça? De débats sur l'installation d'antennes 4G? En tout cas, pas autant que la 5G. Les exigences ont changé. Les attentes des citoyennes et des citoyens dans les villes ont changé. Les municipalités doivent revoir leurs objectifs. Et on l'a vu aussi pour terminer, pendant les municipales, quels ont été les débats des municipales d'il y a 4-5 mois, voire 6 mois maintenant, et les débats des municipales d'il y a 6 ans. C'était pas du tout les mêmes débats. Les exigences et les mentalités ont changé. Donc, les équipes municipales doivent changer. Qui pour créer, c'est compliqué avec le masque, qui pour créer cette ville nouvelle? Qui pour y penser et qui pour l'enclencher surtout? Et pour répondre à toutes ces questions, avec Uzbek Ereka, on a voulu effectivement, comme le disait Mathieu, inviter des expertes, des personnes expertes dans leur domaine, pour essayer de dresser le portrait le portrait robot de cette adjointe ou de cet adjoint du futur. Mais avant de dresser le portrait de cet adjoint, on a voulu donner la parole à une vraie adjointe. Cette vraie adjointe, c'est Célia Bloel. Alors là, ça va être numéro d'équilibriste. Elle est derrière moi, mais pour lui parler, il faut que je sois devant. Donc Célia Bloel, bonsoir. Merci beaucoup d'être là avec nous. Pour celles et ceux bonsoir. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, vous êtes adjointe à la mairie de Paris en charge de la Seine, de la prospective Paris 2030 et de la résilience. En clair, la personne qu'il nous fallait pour ce soir. C'est assez simple. Merci encore d'être avec nous. La première question que je voulais vous poser, c'est le rôle d'un adjoint. On a voulu effectivement, Mathieu l'a dit, se pencher sur ce rôle. J'ai l'impression qu'il est assez méconnu de la part des citoyennes et des citoyens. Comment vous parleriez de ce rôle d'adjointe aujourd'hui, et notamment à la mairie de Paris? Bonsoir à toutes et tous, ravi d'être parmi vous, si je puis dire. Ça me fait bizarre ce soir d'être qualifiée de vraie adjointe. C'est un concept auquel j'avais pas encore eu le droit, mais c'est vrai que des fois en tant que femme, c'est intéressant de se faire qualifier de vraie adjointe aussi. Ça m'a souvent été refusé. Le rôle d'un adjoint, effectivement, ou d'une adjointe, c'est finalement pas si connu. Je dirais que si je devais résumer la situation, on a 3 grandes fonctions, elles sont toutes importantes, mais c'est surtout la 3e qui va nous intéresser ce soir. Il y a une fonction de représentation importante quand même dans la République dans laquelle on est. Une gestion du quotidien, faire tourner une machine, une ville, un territoire, c'est du boulot. Mais c'est surtout celui de poser une vision et de la traduire en actes, en politique publique, en mobilisation aussi d'acteurs d'un territoire pour que, eh bien finalement, tout ce qu'on raconte dans un programme politique devienne une réalité concrète pour les gens. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus enthousiasmant dans le boulot de politique, mais ce qui n'est pas forcément le plus facile. Parce que, à titre d'exemple, avant d'être adjointe à la maire de Paris chargée de la résilience, de la prospective et de la Seine, je m'occupais pendant les 6 dernières années des questions climatiques, de transformation écologique de la ville. Et du coup, quand on vient avec ce changement de société nécessaire pour faire face au débat climatique, eh bien, on vient aussi avec des éléments de rupture dans les politiques publiques, avec par exemple des ruptures avec les politiques urbaines telles qu'on les a héritées depuis des décennies. Si je vous parle de Berge de Seine, vous sentez bien que ça a coincé un moment quand on est allé sur ce sujet-là, mais je pourrais aussi vous parler des cours d'école, des bitumés pour que les gamins puissent y jouer, mais aussi faire face à l'impératif climatique. Ça a été très compliqué à l'époque. Mais je pourrais aussi vous parler de comment c'est difficile quand on commence à vraiment faire son job de politique, de se heurter au lobby, de l'énergie, de l'agriculture. On pourra y revenir, ça a été mon cas. Et puis, c'est aussi un job de renouveler le lien avec les citoyens, sortir de ce que moi j'appellerais la politique à la papa, d'une forme de paternalisme pour être vraiment dans une appréhension de la société et de notre ville globalement. Donc, c'est ça aujourd'hui le job d'un élu.
J'ajouterais peut-être 2 éléments pour pas être trop longue. C'est que je crois aujourd'hui, je fais partie des gens convaincus, puisque c'était votre introduction, que c'est effectivement dans les villes, et en tout cas que le mandat local est sans doute le mandat le plus intéressant dans la période, qui se passe de vraies choses. Parce que sans doute on a un territoire donné sur lequel agir et sur lequel on voit la force de nos réalisations, qu'on a des moyens d'agir, on a le temps pour nous aussi, un mandat de 6 ans, ce qui n'est pas toujours le cas à d'autres échelons. Et puis on a un lien, même s'il est imparfait, avec le territoire. Je crois que c'est Chantal Joanneau qui disait les élus locaux sont toujours à portée de claque. C'est hyper important de se faire rappeler par la réalité du terrain, et c'est peut-être aussi pour ça que c'est dans les villes, et ça s'est démontré à travers le monde, qu'on a été les premiers acteurs avec 10-15 ans d'avance à se saisir des grands défis auxquels on doit faire face, l'urgence écologique, le défi de la solidarité aussi avec le phénomène d'immigration, les questions économiques, les questions démocratiques, et où du coup il y a beaucoup de choses qui se passent depuis quelques années et où les choses se réinventent. Donc voilà ce que je pourrais dire très très rapidement sur ce que c'est le job d'élu aujourd'hui. Vous dites que c'est le mandat le plus intéressant, le mandat local, mais en même temps, est-ce que vous ressentez et est-ce que vous sentez que vous avez les pleins pouvoirs pour faire changer les choses, même au niveau de la ville? Vous parliez de lobby, vous parliez, l'exemple des berges de Seine à Paris, même si on va pas être que parisiano-centré ce soir, mais effectivement, c'est un bon exemple. Est-ce que vous sentez en tant qu'adjointe, d'avoir le pouvoir de faire changer les choses, même au niveau de votre ville? Je pense qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le croit en tant qu'élu. Et là, je ne le dirais pas simplement en élue parisienne, même si je considère que finalement être élue parisienne, c'est avoir une force supplémentaire, et je suis assez privilégiée dans l'exercice de mes fonctions. Il y a beaucoup de pouvoir dans les mains des élus. Faut-il encore que les élus s'en saisissent? Beaucoup d'élus vous diront je ne peux pas parce que c'est comme ça, ou alors les forces économiques sont telles, on ne peut pas faire ça, ça va bouleverser telle chose. Donc en fait, il faut sortir d'une forme de répression intégrée et se saisir de ce pouvoir, parce qu'on a une légitimité particulière en tant qu'élu à prendre ces dossiers en main, à exprimer une parole, à bouleverser le quotidien. Mais pour que ce pouvoir puisse s'exercer, il y a quand même aussi quelque chose de très important qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir des convictions, ça aide quand même. Et pour maintenant être dans le milieu politique depuis une dizaine d'années, pas tous nos représentants politiques toujours ont cette force de conviction. Il faut bosser, il ne faut pas regarder les trains passer, et il faut se saisir des choses pour effectivement les faire bouger. Après, évidemment, que dans un moment où on porte, pour être un peu plus técos, mais dans un changement de paradigme global de nos sociétés, dans un pays par ailleurs hyper centralisé comme la France, il y a un moment, ça coince si on n'a pas un alignement des politiques publiques à l'échelle nationale, et je dirais même européenne. Aujourd'hui, par exemple, depuis janvier 2001, Paris est la première ville européenne qui s'est vue autoriser par la Commission européenne le droit de développer son propre programme agricole, parce que on en avait assez finalement d'attendre que les trains se s'alignent et que les planètes s'alignent. Donc on y est allé nous tout seuls pour redéfinir un pacte entre l'urbain et le rural. Est-ce vraiment normal qu'on soit obligé comme ça de faire ce boulot-là, alors que ça devrait venir d'en haut? C'est pareil sur plein de sujets, sur les questions de solidarité, de révolution énergétique, etc. Donc c'est sûr aujourd'hui qu'il y a une forme de limite. Donc soit il faut plus décentraliser, sauf que la volonté politique existe à d'autres niveaux. Donc voilà, c'est un savant mélange de force et de faiblesse, de limite et de capacité. Je voudrais juste quand même, juste pour boucler la boucle, Allez-y. Ouais. chaque fois qu'on démarre ces débats, ça prend tout de suite quelque chose d'extrêmement lourd. Il faut se dire aussi que c'est un moment enthousiasmant qui ouvre des portes, et que, en tout cas, moi j'ai le sentiment que dans les territoires, les adjoints du futur, on les avait peut-être pas nommés, mais dès 2014, on avait déjà à peu près la liste malheureusement complète des défis qui étaient face à nous et qui sont des chocs et des choses très fortes. Et du coup, on y bosse depuis 2014. Donc, c'est aussi le lieu du mouvement et j'espère du changement. Merci beaucoup. Je vous invite à bien sûr rester avec nous. Je vous ferai intervenir, soit je vous poserai des questions, soit n'hésitez pas à faire des remarques après les interventions de chacun et chacune de nos intervenants. Et je le répète encore une fois, vous êtes la seule vraie adjointe par rapport à nos autres intervenants. Aucun problème là-dessus par rapport aux questions de genre ou tout ça. Pas de problème. Tamara, après ce petit moment malaisant, je vous invite. Oui, merci. Je vous invite à nous rejoindre sur scène. Merci beaucoup, Tamara Geisvernick, je le prononce très bien, de nous rejoindre ici. Je le rappelle, vous êtes responsable de l'unité anthropologie et écologie de l'émergence des maladies à l'Institut Pasteur à Paris. Anthropologue des épidémies. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Anthropologue, épidémie, on est sur un sujet socio. Épidémie, c'est plus un sujet
scientifique, d'épidémiologiste. Comment on lit les deux? Pourquoi anthropologue des épidémies? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que les anthropologues pourraient intervenir pendant le processus d'une épidémie. Nous étudions par exemple les processus qui convergent pour créer des épidémies, donc l'histoire. On peut étudier par exemple le moment et comment, par exemple avec les maladies zoonotiques, comment une pathogène qui se trouve dans le corps d'un animal est arrivée dans le corps d'une personne et l'émergence de cette maladie. Et pendant les épidémies, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Essayer de comprendre comment la maladie est conçue et comprise par la population, les pratiques, le soin, un peu de tout. Afin de contribuer à la diminution de la transmission, l'accès aux soins, etc. Et après les épidémies, je pense que tout le monde dit, bon, mais quand la courbe diminue, donc c'est fini. Mais en fait, on voit avec cette pandémie qu'il y a des conséquences long terme. Et là, il faut jamais oublier. Je pense que cette pandémie a joué sur les inégalités dans la population et a aggravé ces inégalités. Et ça, c'est très important de tenir en compte. Allez-y, oui. Donc, je suis vraiment ravie d'être ici et une des raisons que je voulais venir, c'était de partager avec vous les activités que nous faisons dans le cadre d'un réseau qui s'appelle Sonar Global. Et c'est financé par la Commission européenne qui vient de nous demander d'élargir nos activités en France, parce qu'on fait beaucoup en Afrique, on fait beaucoup en Asie, mais en fait, nous faisons pas beaucoup en Europe, malgré le fait que c'est un réseau européen. Et ce que nous allons mettre en place, c'est une approche où, il y a deux pistes parallèles. Il y a une piste où on a essayé de travailler avec des responsables, des autorités de la ville, des ONG, des associations qui travaillent avec des services publics, qui travaillent avec des populations qui sont fragilisées par cette épidémie. Et nous avons des outils anthropologiques pour aller sur le terrain et de collecter des informations, analyser des données afin de donner non seulement nos analyses anthropologiques aux responsables, aux autorités, ainsi de suite, mais vraiment de travailler avec eux afin de trouver des solutions pour renforcer la résilience parmi ces populations, des migrants, des personnes sans abri, des travailleuses de sexe, ainsi de suite. Les populations fragilisées, j'ai l'impression qu'on se fait tous un peu une idée de ce qu'est une population fragilisée. Pour certains, c'est les personnes âgées, pour d'autres, c'est les migrants, pour d'autres encore, c'est les personnes qui habitent en banlieue parisienne. C'est très varié. Ouais. Oui. En fait, c'était une approche qui était pilotée dans le cadre du diabète dans les différentes villes du monde, y compris Mexico City. Je pense qu'on a discuté, ça c'était pour un projet qui s'appelle Cities Changing Diabetes. Et donc, c'est pas que si je peux dire, c'est pas que de blabla. Il y a vraiment des actions qui ont été prises pour changer la vie des personnes qui sont fragilisées ou, dans ce cas, qui étaient à risque de diabète. Et donc, vous avez des exemples de mesures? Oui, il y a des exemples. Par exemple, à Mexico City, ils ont piloté cette approche de vraiment parler avec les gens sur le terrain en utilisant des outils anthropologiques. Et après, ils ont travaillé avec des associations, des santé publique, des services publics. Et ils ont mis en place, par exemple, un dépistage porte à porte dans les quartiers défavorisés afin de dépister des personnes qui sont à risque de diabète. Ceci est une difficulté, c'est un problème là-bas parce que 33% de la population est obèse
et il y a un taux de diabète de 16%. Ils ont également étiqueté des boissons sucrées pour montrer que voilà, c'est pas bon pour la santé. Ils ont imposé une taxe, ça c'était la ville de Mexico City, ils ont imposé une taxe et pendant 3 ans, la consommation des boissons sucrées ont chuté. Ça, c'est des mesures qui sont possibles quand on prévoit de prochaines épidémies, c'est de la prévention. Oui. C'est vraiment ce qui a manqué dans le cadre du coronavirus, ça on peut le reconnaître. Est-ce que aujourd'hui vous avez l'oreille des décideuses et des décideurs publics pour mettre en place ces outils anthropologiques et de prévention? Est-ce que vous sentez qu'il y a un changement lié à cause ou malheureusement du coronavirus? Je pense qu'il y a une ouverture. Je pense qu'il y a une ouverture. Je pense qu'il y a au niveau international, il y a énormément d'intérêt. Au niveau national, ça dépend qui et quand et où. Je pense que là où on pourrait vraiment faire des vrais changements pour répondre à ces inégalités, à cette fragilisation, c'est vraiment au niveau de la ville. Revenons à votre mandat. Vous êtes future adjointe dédiée à la prévention contre les épidémies. Félicitations pour votre nouveau poste. Quelle serait la première mesure, la mesure qui pour vous serait la plus efficace en termes de prévention peut-être pour éviter une prochaine pandémie comme celle qu'on connaît en ce moment? Je pense que c'est très difficile. Bon, cette pandémie actuelle, c'est pas la dernière, c'est pas la première, il y en a plus. Et je pense, bon, honnêtement, une partie de la préparation, ça doit être au niveau national et au niveau international. Pour vraiment bien préparer, il faut renforcer des systèmes de santé et renforcer les systèmes de santé publique. Et c'est ça qui manque. Mais pour moi, ce que je ferais, c'est vraiment de essayer de convenir des différents acteurs, de comprendre bien les inégalités, les fragilités bien avant l'arrivée de la pandémie et avoir une idée comment on pourrait renforcer ces capacités des gens, avoir une coordination à travers non seulement ce petit domaine de la santé, mais je pense qu'il faut, la santé c'est transversal. Il faut travailler avec, comment dire, des écologistes, il faut travailler avec le transport, il faut travailler avec ceux qui s'occupent de l'hébergement. Je pense que c'est une approche, la personne doit d'avoir une approche transversale afin de réagir, afin de vraiment avoir une coordination à travers ces différents secteurs. Et non seulement, je pense que la pandémie, bon, on sait que ça n'arrête pas à la frontière de la ville. Il faut avoir une coordination entre Paris, la ville de Paris, et 2 autres villes, parce qu'il y a bien sûr des liens très importants. Et des communications. Des communications? Oui. C'est-à-dire, je pense que tout le monde dans cette salle pourrait énumérer beaucoup de problèmes de communication. Il faut que les communications soient claires, ne traumatise pas la population. Il faut honnêtement être honnête. Il faut être honnête. Je pense qu'il faut dire la vérité et quand vous ne savez pas, il faut dire aussi. Donc, dire qu'un politique dise qu'il ne sait pas. Oui. J'aimerais bien entendre ça, ouais. Oui. Non, mais je pense que, par exemple, ces jours, tout le monde parle des problèmes de masques. Et au début de la pandémie, au début du confinement, on était dit, les masques ne marchent pas. Mais vous voyez, moi, au début de la pandémie, j'étais à Bangkok. Tout le monde avait des masques. Et on voit que Thaïlande, par exemple, la transmission est très basse. Et ils ont, c'est un pays beaucoup plus pauvre que la France, et pourtant les autorités ont très bien géré cette pandémie. Idem à Vietnam, qui n'avait pas la transmission depuis 3 semaines. Donc, je pense que la préparation c'est primordial et c'est vraiment faisable.
Très bien, donc communication et s'occuper des inégalités en prévention. Très bien. Merci beaucoup, Tamara. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Vous pouvez regagner votre place. On va passer au second intervenant. Non, pardon, j'allais oublier Célia. En plus, vous devez avoir plein de choses à dire. Vous pouvez réactiver votre micro. Allez-y. Est-ce que vous avez déjà une première remarque par rapport aux propos qui viennent d'être tenus par Tamara, notamment sur les inégalités peut-être, ou sur la communication? Sur les deux, en fait, rapidement, sur les inégalités, vous me demandiez avant ce que c'était mon job d'élu. Il se trouve que, par exemple, pendant le confinement, au bout de 2 semaines de confinement, on s'est rendu compte que nous avions un vrai problème avec les familles dans les quartiers populaires qui, en fait, avaient un problème pour se nourrir. Parce que, en fait, quand vous avez vos gamins à l'école qui ont accès à un tarif de cantine tous les jours qui part de 13 centimes et que vous êtes obligé de nourrir toute votre famille et qu'il n'y a plus de marché, et ben, en fait, on avait des familles qui commençaient à crever de faim, je peux pas dire autrement. Donc en fait, là où il y a encore une fois une force du local, c'est que l'alerte, parce qu'à un moment c'est passé sur les grandes chaînes partout, il y a eu ce problème-là. Mais nous, avant que ça devienne un sujet national, on l'a su une dizaine de jours avant, donc on a pu très rapidement réagir. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte que le job qu'on avait fait dans le cadre des politiques de transformation écologique, de lien avec les producteurs locaux, de retisser ce lien avec le monde rural, mais aussi de se faire un réseau de restaurateurs et d'appros, et ben c'est ce qui nous a permis très rapidement de produire des repas, de les emmener aux familles, mais aussi de garder tous les dispositifs pour les SDF en route. Donc c'était aussi un moment, on va dire, positif d'une certaine manière, où on s'est dit que notre politique de transformation écologique, quoi qu'il arrive, on y allait, parce que c'était un élément de résilience aussi et que tout ça fonctionnait ensemble. Et sur la communication, je ne peux être que d'accord avec madame. Je pense que l'épisode des masques sera sans doute un cas de communication étudié dans les bouquins un jour. Évidemment qu'il y avait un problème de stock et qu'il suffisait de le dire et qu'il ne faut pas infantiliser la population, même si c'est compliqué en cas de crise. Je pense qu'il faut a fortiori la figure du maire doit être un moment quelque chose de protecteur ou de la mère. Et donc il faut pas douter. Je pense que c'est très dur. On a un côté où on n'a pas le droit de douter dans ces moments-là parce que les gens ont besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. Mais moi, je suis partisane de toujours tout dire, parce que comme ça, le jour où vous savez pas, le jour où vous pouvez pas, eh ben vous êtes crédible quand vous le dites, parce que vous donnez l'habitude de mettre sur la table la réalité. Et moi, je sais que dans mes relations avec les assos, les entreprises, le jour où je dis là non ou là non je ne peux pas, c'est qu'effectivement je ne peux pas et que c'est pas. Mais il y a une petite culture ambiante. Ce que je disais avant, le paternalisme en politique, c'est pas fini, je pense. Mais merci beaucoup Célia pour l'intervention. On peut passer à Romain. Romain Baucher, je vous en prie. Normalement, le micro, c'est celui-là, le tien. Voilà. Romain Baucher, vous êtes le cofondateur de l'agence Vraiment Vraiment. Je peux peut-être raconter en quelques mots ce que c'est Vraiment Vraiment pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment Vraiment, c'est une agence de design qui travaille principalement pour les acteurs publics, donc le design des politiques publiques. Et on travaille sur la transformation des lieux, des parcours, des services et des politiques publiques avec les méthodes du design. Et alors moi, je suis le non-designer parmi les cofondateurs, ce qui m'a conduit à hésiter à dire oui, avant d'apercevoir que pour être adjoint au design, il ne fallait pas forcément être designer. Voilà, il ne faut pas forcément être un poisson pour être adjointe à la scène. Donc j'ai finalement accepté. Mais je parle en tant que non-designer, c'est important. Merci Romain pour ton humilité. Ça fait du bien aussi d'entendre un peu ça. Vous êtes adjoint au design. Tu es les représentants des designers. Le design, c'est pas forcément la discipline à laquelle on pense spontanément quand on pense adjoint au maire. En quoi le design pourrait être un allié pour résister à tous les chocs qu'on cite depuis le début de la conférence? Alors, je ne sais pas du coup si je suis représentant des designers. C'est pas sûr. C'est-à-dire que l'adjoint à la culture, à la fois, il doit gérer une clientèle qui sont les artistes, mais son travail n'est pas que d'être le représentant des artistes et des établissements de la culture. En tout cas, effectivement, il y a une forme de bizarrerie et on peut se demander ce que vient faire le design dans le portefeuille d'un adjoint. Du coup, je fais un tout petit détour par ce qu'est le design, ce que j'en comprends, et puis du coup, pourquoi est-ce que c'est là. Donc, d'abord, quelque chose qui est important, c'est que le design, c'est la pratique des designers. Ça, on y tient beaucoup, c'est vraiment, notamment à un moment où le design est très à la mode et tout le monde ne jure que par le design thinking. Le design, c'est la pratique de gens qui ont une formation de design industriel, par exemple. Il y a des écoles en France de très bonne qualité. Et alors, qu'est-ce qu'ils font, ces designers? C'est un métier de la conception. C'est des gens qui conçoivent des dispositifs, des formes,
Alors là, pour le coup, c'est volontairement très vague, parce qu'ils peuvent concevoir des meubles, une signalétique, une information. Nous, parfois, on conçoit des métiers, des nouveaux métiers de l'action publique, du mobilier, évidemment. Ils le conçoivent en portant, normalement, en tout cas tel que nous on le conçoit, une attention assez forte aux usages actuels. Donc ça, ça rapproche le design de certaines disciplines des sciences humaines, mais aussi avec l'idée de transformer ces usages. Donc c'est aussi un métier de la transformation sociale. Ils essaient de le faire en cohérence. C'est assez important parce que quand on travaille, quand on est designer et qu'on travaille dans l'action publique, l'idée, c'est pas de redesigner une appli, un formulaire, un lieu, mais sans regarder ce qui se passe avant dans le parcours de l'usager ou après. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche assez globale et de créer, alors pour le coup, on ne parle pas d'expérience, je pense que dans le privé, on en parlerait plus volontiers, pour le coup, on ne parle pas d'expérience quand il y a des contacts avec les services publics, mais un parcours qui soit fluide et cohérent. Le designer, et ça le distingue peut-être en partie de l'artiste, c'est un métier de la contrainte aussi. C'est-à-dire qu'il intègre un certain nombre de contraintes de tout type. Donc, il y a les chocs que tu citais en introduction, des contraintes budgétaires, des contraintes réglementaires. Il y en a plein, pour le coup, quand on est designer. Le designer sait faire ça. C'est-à-dire qu'il sait concevoir en tenant compte de ces différentes contraintes. Et puis, c'est assez important, et notamment quand on parle du public, le designer va toujours chercher la désirabilité de ce qu'il conçoit et de ce qu'il produit. Alors, pour le coup, je ne sais pas si l'idée d'esthétique est complètement pertinente à ce moment-là, mais en tout cas, il y a l'idée de concevoir des choses qui soient désirables, de les mettre au monde de façon à ce que les gens aient envie de les utiliser. Et puis, un dernier trait du designer, c'est que moi j'apprécie beaucoup. Donc moi, avant, je travaillais plutôt dans l'action publique, les cabinets ministériels, etc. Et donc, on lançait régulièrement des grands plans très chers en étant sûr que ça allait être génial. Et ça n'atterrissait jamais dans la réalité. C'était raté. Et des énormes plantages. Je suis un grand traumatisé de l'écotaxe, ce genre de choses. Les designers, c'est un métier du prototypage aussi. Et de même qu'on peut prototyper un objet, un meuble, pour en tester la validité, la désirabilité, etc. On peut aussi tester des dispositifs publics. Et l'idée du prototype, c'est que c'est à la fois suffisamment abouti pour être testé en conditions réelles, mais par contre à un coût infiniment moindre à ce que serait un dispositif qui aurait été lancé. Tu as des exemples, pardon, juste sur cette question de prototypage? Oui, absolument. Je veux pas te couper dans ta démonstration. Juste après. Et en résumé, du coup, le designer, c'est un métier qui rend possible et qui aide à formuler aussi et qui rend possible des objectifs politiques. Et c'est en ça que ça paraît, à la réflexion, après avoir lu l'invitation, je me dis, c'est vraiment bizarre comme idée, ça paraît intéressant d'avoir un adjoint ou une adjointe au design, parce que quelque part, c'est un adjoint qui va pouvoir, en travaillant avec des designers, faire le lien entre des objectifs politiques, stratégiques, très vastes, des contraintes et la vraie vie, ce qui se passe sur le terrain pour de vrai. Effectivement, je me suis dit qu'après cette introduction extrêmement théorique et potentiellement un peu assommante, je pouvais donner quelques exemples. Nous, on a été mobilisés un petit peu par la ville de Paris au moment de l'apparition des véhicules free float de manière extrêmement anarchique. Et nous, ce qu'on disait, c'est attention. Les trottinettes électriques. Les trottinettes et les vélos à l'époque. Le vélo, on en parle un peu moins maintenant parce que c'est plus calme, mais il y avait à l'époque les deux, les Gobi Bike verts, si vous vous en rappelez. C'était même avant les trottinettes d'ailleurs. Et donc ça traînait partout. Et nous, on disait attention, c'est une manière de se déplacer dans la ville qui a des vertus. Parce que potentiellement, ça vient en substitution d'autres manières de se déplacer dans la ville, dont on a plutôt envie de se débarrasser, de roues motorisées, voitures, etc. Et ça rend possible des déplacements sur un mode plutôt doux, qui sont souhaitables. Donc, en tant qu'acteur public, l'enjeu va être de réguler cette pratique tout en conservant un certain nombre de promesses. La promesse du free float, c'est le porte-à-porte. Sauf que le porte-à-porte intégral, c'est des vélos partout qui traînent. Et donc là, les designers ont été mobilisés pour imaginer à la fois un maillage, un système, des applis et une signalétique. Alors en l'occurrence, on n'est pas allé jusqu'au bout de la mise en œuvre du projet, mais dans la conception, c'était ça, qui permettent aux gens d'identifier, alors avec une granularité beaucoup plus grande que celle par exemple, des stations Vélib, pour garder la promesse du free float, mais quand même d'avoir un certain
une certaine codification, un certain codage pour garer les véhicules free float. C'est un exemple de ce que les designers peuvent faire. Là où ça a buté, typiquement, avec la ville de Paris, c'est quand nous on a dit attention, on vous propose un maillage, mais en fait on ne sait pas si la tolérance des gens c'est de se garer à 20 mètres de leur destination, auquel cas ça reste, peut-être ils se disent ça reste utile et pertinent d'utiliser un free float, ou est-ce que c'est 100 mètres, ou est-ce que c'est 5 mètres. Et du coup, il faut tester ça. Et donc il ne faut pas que la ville de Paris se mette en branle comme une grande machine et peigne à la peinture définitive à grands frais des emplacements pour les free float. Non, il faut tester, il faut le tester. Et là, parfois, avec les administrations, c'est compliqué. En tant qu'adjoint au design, l'idée, en tout cas, si je devais recevoir mon mandat, ce serait de rendre ça possible. C'est-à-dire comment est-ce qu'à l'échelle d'une ville, on est capable de prototyper des choses. Un autre exemple plus prospectif, il va y avoir une police municipale, a priori, à Paris. Voilà, il y a des objectifs, lutter contre les incivilités. Mais concrètement, quel va être l'équipement, quel va être l'uniforme, quelle va être la posture de ces agents, comment est-ce qu'ils vont interagir avec un quartier, quelle va être leur échelle d'intervention, comment est-ce qu'on va pouvoir les contacter. Ça, c'est des enjeux fondamentalement de design. On avait essayé, pour le coup, à une autre échelle, mais à l'échelle du ministère de l'Intérieur, de travailler sur la police du quotidien, en disant l'idée est bonne, mais vraiment, ça va se jouer dans les formes que vont prendre cette réforme. Et donc, il faut réfléchir à ça. On n'est pas très bon, notamment l'État n'est pas très bon pour réfléchir à ça, c'est-à-dire qu'on a des objectifs, mais après, la logistique suivra et on se désintéresse un peu de comment ça atterrit dans la vie des gens. En tant qu'adjoint au design, moi, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à ça. Merci Romain. Même question que pour Tamara tout à l'heure. Donc tu es adjoint dédié au design. S'il y avait une mesure que tu prendrais dès ton arrivée, les fameux J+100 après ton arrivée, ce serait quoi cette mesure que tu prendrais et avec qui dans le conseil municipal tu t'entourerais pour mettre cette mesure en place? Alors, la proposition que je ferais à la maire, parce que je n'envisage pas d'être adjoint d'autre chose que d'une maire, pas forcément de Paris néanmoins, ce serait d'étendre mon portefeuille. Voilà, pour le coup, c'est très masculin. Voilà. Okay. C'est ça le paternalisme en fait. Exactement. En espérant que quelqu'un d'autre ait pas encore cette extension, en disant voilà, au design et à la transformation de l'action publique. Une fois que, si la maire acceptait, la première mesure que je lui proposerais, c'est la mise en œuvre, en le rendant vraiment opérationnel, d'un droit d'innover aux agents de la ville. Et donc, de créer un cadre d'autorisation, notamment aux agents de terrain, qui ont une expertise d'usage, une expertise de la politique qui maîtrise et qui est rarement reconnue, parce que l'administration française, ville, État, voilà, est très pyramidale, et donc l'agent qui est en bout de chaîne, en fait, il n'a pas grand-chose à dire pour reconcevoir sa politique. Et donc vraiment, je proposerais à la maire de dire, il faut qu'on inverse ça, que le rôle de l'exécutif, ce soit de donner des grands cadres stratégiques tenant compte des chocs que tu as décrits, et après, il faut qu'on permettre aux agents, qu'on leur donne les outils, qu'on les finance, qu'on les mette en réseau si besoin, qu'on documente, qu'on capitalise, qu'on évalue, évidemment, parce que c'est un peu la contrepartie du droit à l'innovation, c'est qu'après, il faut regarder si l'innovation valait le coup et est-ce qu'il faut l'étendre ou pas. Voilà, ce serait un peu ça ma première mesure. Et l'adjoint, à partir de là, avec qui j'aimerais bien parler, c'est l'adjoint à la concertation citoyenne. Et d'ailleurs, on avait travaillé pendant la campagne avec ce futur adjoint potentiel. Et l'idée, c'était de porter un peu un nouvel âge de la participation citoyenne qui tienne compte un peu des critiques et des limites de la participation citoyenne telle qu'elle existait, mettons, jusqu'à la Convention citoyenne. C'est-à-dire des gens qui discutent, élaborent, se documentent, décident à un moment donné. Et en fait, il y a là une espèce de frontière de limite infranchissable entre la décision et l'action. Et donc, typiquement, il y a un certain nombre de décisions par les 150. Et après, l'administration a beau jeu de prendre ces décisions et de dire vous êtes bien gentil, mais alors que vous avez travaillé, mais je fais comme si vous n'aviez pas travaillé. Maintenant, moi, administration, je vais instruire. Et donc, je vais détricoter ces décisions. Et du coup, je travaillerai bien avec l'adjointe ou l'adjoint à la participation citoyenne pour voir comment est-ce qu'on peut rapprocher l'idée d'écouter, l'idée de discuter, de concerter, de décider et d'agir. Et je pense que ça passe par notamment une mobilisation des agents publics beaucoup plus en amont dans le processus avec les citoyens. Merci. Merci beaucoup Romain pour ton intervention. Vous pouvez l'applaudir. Merci encore.
Même question. Donc, il faut bien que je regarde par ici. Célia, par rapport à l'intervention, la ville de Paris a été beaucoup citée dans cette intervention. Oui. Est-ce que tu as une remarque, des questions? Vas-y. D'abord, je voulais vous rassurer tous les deux, les femmes aussi sont capables d'actes de paternalisme. Ne vous sentez pas visés par ma première intervention. Non, moi j'achète complètement la position d'adjoint au design. D'abord parce que face à tous les défis que vous avez cités en introduction, je pense qu'il faut bien avoir en tête qu'on part de page blanche en fait. Tout est à inventer. Et du coup, on a besoin, y compris de design pour chercher et pour trouver et pour expérimenter. C'était l'objet d'une de mes discussions de travail cet après-midi. Quelles équipes de designers urbains pour penser les questions de résilience? Et j'allais ajouter, avant qu'il ne le dise lui-même, que oui, il y a une question sur le design des politiques publiques. Il a dit la ville de Paris est une grande machine. Ouais, c'est sûr, c'est un gros paquebot qui est capable de délivrer des projets magnifiques, comme qui est capable de noyer dans cette grande machine qui est un peu nouveau. Et donc, du coup, ce droit d'innover qui a été cité, on l'a tenté au moment de la COP21. On a demandé justement de repartir de la parole des agents pour savoir qu'est-ce qu'on bougeait dans notre administration pour être raccord avec les objectifs de neutralité carbone. Ça a été super intéressant de voir ce que chacun avait envie de produire. Mais c'est aussi hyper compliqué, cet exercice de projection dans l'avenir. Moi, j'avais lancé ça à Paris une année où je proposais aux gens de sortir un peu des contraintes, de péter les barrières de leur imagination. On se disait, on rêve Paris en 2030, on tripe même Paris en 2030. Et en fait, que ce soit l'administration ou nous tous, c'est pas toujours facile de sortir de sa zone de confort. Donc, on a vraiment besoin effectivement d'outils et d'un adjoint au design, sans doute, pour arriver à faire tout ça. Je ne suis pas mère, mais on va bien trouver une mère qui vous prend en adjoint au design. Merci beaucoup Célia Bloel. On va passer à l'intervenante suivante, Laura Coligny, avant qu'il fasse totalement nuit dans votre chambre salon. Ah, je vous réveille peut-être. Bonjour Laura. Vous nous entendez? Une petite lumière, allez. Voilà. Merci, c'est mieux. On peut presque lire les livres derrière. Bonsoir Laura, merci beaucoup de nous recevoir peut-être chez vous, je ne sais pas où, en Italie. Les joies de la distance. Laura Coligny, vous travaillez comme experte de la politique urbaine et de l'inclusion sociale pour 2 programmes européens. L'un, c'est Urbact et l'autre, c'est Urban Innovative Action. Vous êtes aussi cofondatrice de l'association Theresae Urban Social Research et vous êtes aussi activiste sur les thèmes de la migration et du droit à l'habitat. Ce soir, on a voulu vous inviter pour parler d'un sujet en particulier, c'est le sans-abrisme. Autre défi qui, pour le coup, est passé, présent et qui le sera malheureusement encore sûrement dans le futur. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est une question qui peut paraître très maladroite, très naïve. Y a-t-il de plus en plus de sans-abri en Europe? Ou est-ce qu'on est juste plus sensibilisé à ces sujets et on en voit tout simplement plus dans les rues? Ah, vous avez votre micro ouvert, Laura? Ah. On vous entend pas. On va tenter une reconnexion. Ok. Ça va? Oui, c'est bon. Ah oui, chaque fois que je le lève, il y a un problème. Alors, bonsoir à tout le monde et merci pour l'invitation. C'est la première fois que je parle en français, alors en français en public. Alors, un peu de patience. Alors, la question, s'il y a plus de sans-abri en Europe, c'est pas une impression, mais c'est la vérité. Et si on regarde le dernier rapport, le regard sur le mal logement en Europe, qui était rédigé par FEANZA et la Fondation Abbé Pierre. FEANZA, c'est la Fédération européenne, je sais en anglais, c'est European Federation of National Organizations Working with the Homeless. Ils ont estimé que 700 000 personnes sans domicile dorment à la rue chaque nuit en Europe. Et c'est-à-dire que aussi, en plus, depuis 10 ans, le nombre de sans-abri s'est augmenté de 70%. Alors, c'est une estimation pas trop précise parce que
On a des moyens et des méthodes complètement différentes. Chaque État et aussi des villes différentes, on a des méthodes différentes pour avoir des dates, des nombres précis. Mais et c'est évident que le nombre de gens mal logés et sans abri en particulier s'est augmenté. Et alors, c'est pas du tout une impression. Il y a des dates qui sont frappantes, je trouve. Si on pense qu'en Irlande, par exemple, une personne sur 3 sans domicile et un hébergement temporaire est un enfant. Si on a un autre aspect aussi que c'est encore frappant depuis les dernières années, par exemple, dans la ville de Barcelone, 52,3% des personnes sans domicile viennent de pays tiers. Et si on regarde la situation en Grèce, les 51% des mineurs non accompagnés sont sans domicile. Et ça sont des nombres, des dates qui sont vraiment frappants, je trouve. Et maintenant, dans la situation de Covid, c'est évident que le logement est déterminant essentiel de la santé. C'est un peu le motto, c'est la phrase qui a été répétée par la FEANZ, que c'est cette organisation européenne qui spécifiquement s'occupe des sans-abri. Moi, dans mon travail, ce que j'ai fait, et comme vous avez dit, merci, je suis urbaniste, c'est-à-dire que j'ai travaillé plusieurs années comme académicien à l'université, et maintenant merci. Et maintenant, je travaille surtout avec des villes européennes. Et ce qu'on essaye de faire, c'est un peu de soutenir les gouvernements locaux, les administrations locaux, de travailler ensemble, de faire des échanges de pratiques, quel type de politique locale on peut mettre en place pour travailler sur zero homelessness en pratique. Et on a dans les programmes où je travaille qui s'appelle l'URBACT, qui est un programme européen, on a plus ou moins 350 villes. On a un réseau qui s'appelle le ROOF, qui s'occupe exactement de faire un échange, comment on peut implémenter, on peut dire ça en français, mettre en place les méthodes de Housing First. En plus, avec 2 programmes avec qui je travaille, on est en train de démarrer une initiative. On a déjà eu pas mal des activités sur ça. Une initiative qui s'appelle Cities Engaging in the Right to Housing, en échangeant de pratiques, d'expériences avec des chercheurs, des activistes, des policy practitioners, des élus, quels sont les défis et quelles sont les solutions, surtout qu'on peut mettre en place sur l'aspect de droit au logement. Et comme ça, un peu, je pars de l'aspect des sans-abri au droit au logement, un aspect un peu plus grand qui concerne les logements pour tous en général. Je m'arrête. Il y a mon micro qui a... Vous avez des exemples de justement Housing First, de solutions qui ont été mises dans des villes. Moi, j'ai l'exemple d'Helsinki que vous citez dans pas mal de vos articles. Pourquoi Helsinki est un exemple intéressant, par exemple? Mais Helsinki, c'est pas le seul cas d'Helsinki. En Finlande, ce que c'est intéressant, que tout l'État, c'est l'État de la Finlande qui a décidé de soutenir l'approche Housing First. Et c'est le seul pays en Europe où le nombre de sans-abri s'est pas augmenté. Alors c'est vraiment évident que on peut que c'est un problème qu'on peut résoudre si on a une volonté politique, la manière de trouver des ressources, des fonds, d'investir sur ça. Et ce que je trouve intéressant maintenant, c'est de prendre le moment de Covid comme un moment like a turning point, je sais pas comment dire en français. Tournant, ouais. Oui, merci. Pour investir, pour prendre aussi
les outils, les connaissances, les expériences qu'on avait déjà, mais pour le pousser un peu plus maintenant. Parce qu'avec l'urgence de la santé, c'est évident on pouvait trouver aussi partout. Si on regarde des expériences très récentes dans des villes en Europe, on peut voir, maintenant c'est sous étude de plusieurs parties, des gens qui s'occupent de la recherche, tout ça, de regarder quelles sont des politiques, des projets très progressistes qu'on a désiré, rêvé avant, qui maintenant sont mis en place, activés. Par exemple, comme lesquels? les moratoires d'expulsion, par exemple, c'était mis en place. Ou les blocs rental freeze, je ne sais pas comment on dit ça. Rental freeze, c'est l'arrêt de... Oui, de loyer. Ouais, l'arrêt de loyer, par exemple, ou de trouver des logements temporaires pour des sans-abri et en attendant de trouver des logements permanents. Alors, on a des mesures qui ont été mises en place pour l'urgence qui peuvent être transformées dans des solutions permanentes. Il y a un sujet qui revient souvent quand on parle du sans-abrisme, c'est les logements vacants. Il y a énormément de logements vacants, notamment à Paris. On en compte 11 millions en Europe, dont 2 millions en France. Est-ce que ces logements vacants sont une solution pour lutter contre le sans-abrisme? Et est-ce que vous pensez que les villes ont le pouvoir de réquisitionner, on emploie souvent ce mot, de réquisitionner ces logements? Alors ça, c'est un autre thème, un autre sujet qui concerne surtout aussi l'aspect, je crois, d'urbanisme. C'est pas seulement l'achat des meubles, des seuls immeubles, parce que ça veut dire où est l'immeuble, où se trouve, dans quelle ville. Quand on parle des logements vides, je ne pense pas forcément à Paris. Je pense par exemple des villes qui sont shrinking cities, qui n'ont pas des infrastructures, pas des services. Alors il faut avant tout regarder de quelle ville on parle et quel type de logement vide on a sur la table. Mais en général, oui, bien sûr, on a plusieurs des expériences en Europe, comment on peut travailler sur les logements vides. Il y avait aussi un rapport qui a été fait en 2016, toujours par FEANS, qui a travaillé sur cette expérience. Si je peux nommer 2 ou 3, sont de types d'expériences. Par exemple, on avait des initiatives de vente des appartements à un prix énormément bas et en donnant un crédit pour la rénovation. Ou il y avait 2 autres systèmes, par exemple, d'aide à la mise en location qui étaient fournis aux propriétaires par la mairie. Je crois que à Paris, il avait en passé un dispositif qui s'appelait Multiloc, si je ne me rappelle pas bien, mais c'était sont comment on dit c'est un de bons procédés entre le locataire et la mairie, oui. Voilà, il y a des agences qui font de intermédiaires aussi. Il y a des agences, on a un réseau de Urbact avec la ville de Chemnitz, qui a une agence qui a été créée par la mairie pour faire ce type de travail-là. Il y a aussi des expériences, par exemple, de ce qu'on appelle en italien autorecupero, c'est-à-dire récupérer ou restaurer des logements par les habitants, par les futurs habitants. Il y a plusieurs cas plusieurs expériences comme ça en Italie, mais aussi, il y a, par exemple, notre cas. Ça veut dire, juste, pardon, Laura, pour rester sur cet exemple, ça veut dire qu'on donne les outils aux futurs locataires pour qu'ils rénovent eux-mêmes leur logement. Oui, par exemple, il y a cette petite ville qui s'appelle Villafranca del Penedès en Espagne. On a lui donné une reconnaissance de bonnes pratiques dans les programmes européens. Ce qu'ils font, ça existe depuis plusieurs années. Ils font de la formation pour renouveler l'appartement. Et à des hommes, des femmes, et on peut travailler avec eux, faire un process de formation et favoriser l'accès à l'habitat.
Il y a un autre exemple pareil qui a été fait avec 2 jeunes migrants à Milano sur la même structure. Fait des formations, un procès de formation, d'accès à l'habitat, comme ça. Mais on ne peut pas attendre que la ville peut acheter tous les appartements vides. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des mesures différentes qui sont mises en place tous ensemble. C'est pas une solution. C'est toujours, quand on parle de logement, c'est pas une seule solution. Et la dernière chose que je veux dire, c'est pas seulement une solution qui a été étudiée par la mairie, mais il y a besoin de mouvements sociaux. Il a besoin d'avoir un dialogue ouvert, continu sur ces thèmes-là et pousser un peu le débat politique aussi, de prise en conscience de ces thèmes-là. Donc, si je vous demande quelle serait votre mesure, si vous êtes adjointe dédiée au sans-abrisme, vous m'envoyez dans les choux et vous me dites il n'y a pas une seule mesure, c'est pas possible, c'est une question de journaliste. Ciao. Oui. Non, mais bien sûr, si je serais adjointe demain, par exemple, alors la première chose que je ferais, c'est d'utiliser, comme j'ai dit déjà, le Covid comme the turning point. C'est vraiment la chose la plus urgente. Et c'est important parce que maintenant, les ministères de la Santé sont plus concernés. Tout le monde comprend que c'est un problème. On a, comme on dit, un hook. On peut vraiment pousser le débat de droit au logement, même avec les thèmes de le droit à la santé pour tous, qui c'est quelque chose qui va directement au ventre de gens et tout le monde peut comprendre. Parce qu'on a besoin d'un soutien politique, d'une volonté politique surtout, politique dans les sens des Hannah Arendt, dans les sens de tous, pas seulement de ceux qui sont concernés comme élus. Très bien. Merci beaucoup, Laura, pour cette intervention et bravo pour votre français. Aussi, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous. Célia Bloel, sur cette question du droit au logement et du sans-abrisme, qui sont forcément liés aussi. D'abord, je voudrais remercier Laura parce que c'était extrêmement intéressant. On vous entend. C'est bon ? Ok. Et je partage tout ce qu'elle a dit en fait, et notamment le fait qu'effectivement, avec la Covid, on a une fenêtre pour faire des choses, pour accélérer. On le ressent vraiment du côté politique. On est dans un moment où, et peut-être cette fenêtre va se refermer. Donc c'est le moment là d'accélérer sur un certain nombre de sujets. Et sur ce sujet en particulier, je le dis particulièrement dans une ville où le marché immobilier est encore, malgré les circonstances. Il y a quelques années, effectivement, qu'on se dit qu'on ne peut pas juste produire du logement social, faut le faire, mais il faut aller plus loin. Et du coup, qu'on cherche à aligner les planètes politiques sur le blocage des loyers. Parce que Multiloc, ça a existé, effectivement, mais ça a été vite rattrapé par le fait que le marché immobilier est fou. C'était chercher un arrangement pour que les propriétaires soient sécurisés par la ville, mais mettent leur logement à un prix de logement social sur le marché. Ça marchait pas, donc blocage de loyer, urbanisme temporaire, donc vraiment et la réquisition, donc et pas que réquisition de logement, mais aussi des bureaux vides. Pardon, on a déjà 200 000 m² de bureaux vides dans le logement, il y en a. Juste après, on n'a pas juste pas trop bien compris ce que vous aviez dit après le blocage des loyers. Ça a un petit peu sauté. Vous pouvez juste reprendre. Effectivement, que le blocage des loyers connaissait des limites. Juste reprendre à partir de là. Non, je disais que Multiloc que vous aviez cité avait connu des limites parce qu'en fait, Multiloc, c'est cette idée de dire aux propriétaires, nous faisons l'intermédiation, nous, ville, pour mettre votre logement en location. Comme ça, on vous garantit qu'il n'y a pas de problème avec le locataire. C'est notamment un certain nombre de personnes âgées qui n'osaient plus louer leur logement à Paris. Mais le marché est tellement fou à Paris que les gens préféraient le mettre au prix du marché plutôt que de traiter avec la ville qui, elle, le mettait à un prix plus bas pour que ce soit accessible à un logement social, en fait, un loyer de logement social, sachant qu'à Paris, voir ce que c'est le logement social à Paris, c'est 70% des Parisiens sont éligibles à un logement social aujourd'hui. Donc, je ne parle pas que de grande pauvreté, quoi. C'est un gros bout de la population qui est concernée. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs sujets. Il y a
mobiliser des leviers de politique publique où pour le coup on a besoin que l'État s'aligne avec nous parce qu'on n'a pas le droit de bloquer les loyers tout seul, on n'a pas le droit de réquisitionner. Nous, on essaye d'acheter des immeubles de bureaux, ce que je disais aussi, parce qu'il y en a beaucoup à Paris. On en a déjà transformé 200 000 m². Le deuxième sujet, c'est la bataille juridique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais enfin, c'est gagné aussi contre Airbnb. Le fait qu'il y ait plein de logements qui échappent au marché normal et que les gens soient dehors. Et puis, on est en train de travailler très fortement sur la notion de déconnexion bâti-foncier, comme ça existe en Angleterre, CLT, peut-être ça parlera plus à Laura, mais que le foncier reste public et l'usage de la propriété deviennent partagés, ce qui permet d'enrayer les phénomènes de spéculation immobilière. Mais c'est hyper compliqué et je suis complètement d'accord avec elle. Le logement, c'est la base en fait pour la vie de toute personne. Enfin, ça paraît tellement évident, mais c'est une sacrée bataille et on serait ravis de vous avoir dans l'équipe pour le coup là, avec votre expérience. Je veux seulement ajouter une petite chose, si je peux. Ouais. Oui, non, je veux seulement dire que sur l'organisme foncier solidaire, il y a un projet très intéressant qui se démarre maintenant à ces périodes-là à Bruxelles, qui s'appelle Calico. C'est un Community Land Trust. Et ça, c'est un projet de social mix. Et ça, c'est avec le soutien de fonds européens. C'est pour la première fois qu'on utilise ces fonds européens pour ces Community Land Trusts. Merci beaucoup pour votre intervention. On va passer au dernier intervenant de la soirée, François Gémen. Je vous en prie, j'ai fait applaudir Laura. Oui, j'ai fait applaudir Laura. François Gémen, vous pouvez descendre le sens de circulation. Donc, Covid oblige, sens de circulation. Effectivement. Merci. Effectivement, Célia Bloel terminait sur la priorité à la question du logement. Là, avec François Gémen, donc qui est spécialiste des migrations, chercheur en sciences politiques et directeur notamment du projet Politique de la Terre à l'épreuve de l'Anthropocène au Media Lab de Sciences Po. Il sera question malheureusement de personnes qui cherchent un logement parce qu'on va parler de migration. La première question. C'est peut-être aussi une question naïve, comme tout à l'heure, mais le terme de réfugié climatique, c'est rentré dans les mœurs. On a l'impression qu'il y aura effectivement 250 millions en 2050, 600 millions de réfugiés climatiques si la Terre venait à prendre 4 degrés ou plus, ce qui semble être la trajectoire vers laquelle on arrive. Réfugiés climatiques, je mets des guillemets, je fais le geste, parce qu'il y a des professeurs, des chercheuses, des chercheurs qui de plus en plus tentent d'alerter sur ce phénomène qui, en fait, ne serait basé sur aucun fondement scientifique. Réfugiés climatiques, qu'est-ce qu'il en est exactement? Plusieurs choses. Bonsoir, merci pour l'invitation. Effectivement, on a de plus en plus dans les discours des militants écologistes et des activistes du climat, notamment, un discours profondément xénophobe qui essaye d'alerter sur le risque que demain l'Europe soit envahie par des millions de réfugiés climatiques avec des projections un peu sensationnalistes, 150, 200 millions, comme si l'Afrique entière, ravagée par les impacts du changement climatique, allait demain se déverser sur le continent européen. C'est un discours profondément xénophobe, puisqu'il joue sur la peur des étrangers, dans l'espoir de convaincre les gouvernements et les populations de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Somme toute, on dit, vous avez intérêt à réduire vos émissions de gaz à effet de serre parce que si vous ne le faites pas, demain vous allez être envahis par des migrants et des réfugiés. Et donc c'est un discours qui est très problématique politiquement et c'est aussi un discours qui est très problématique d'un point de vue scientifique puisqu'il consiste à imaginer que ces migrations sont une menace future alors qu'en réalité, c'est déjà une réalité présente aujourd'hui. Pardon, c'était pas une très jolie phrase. L'année dernière, par exemple, 25 millions de personnes ont été déplacées par des catastrophes naturelles. 95% de ces déplacements étaient liés à des catastrophes naturelles d'origine hydroclimatique, c'est-à-dire des inondations, des tempêtes, des cyclones, des sécheresses. C'est à peu près 3 fois plus de personnes déplacées chaque année par des catastrophes naturelles que par des conflits et des violences, par exemple. Et à ce chiffre, il faut ajouter ceux et celles qui sont déplacés par des dégradations plus lentes de leur environnement, par exemple la dégradation des sols,
et qui arrivent aussi parfois en Europe et que nous désignons sous le terme de migrants économiques. Si je prends par exemple les migrations qui viennent d'Afrique de l'Ouest en Europe, ce sont souvent des gens qui au départ ont dû quitter la campagne parce que les sols ne permettaient plus un rendement suffisant et donc les familles ont envoyé 1 ou 2 de leurs fils à la ville dans l'espoir qu'ils trouvent un revenu additionnel. Et parfois c'est pas toujours possible, notamment parce que les villes africaines aujourd'hui sont un peu dépassées par cet exode rural. Et c'est là que beaucoup de passeurs vont évidemment recruter de futurs clients en leur disant « Viens travailler pour moi, en échange, je te donnerai de l'argent que tu pourras envoyer à ta famille. » Et ces jeunes hommes sont sous une pression énorme de leur famille pour envoyer de l'argent. Il faut savoir qu'en Afrique subsaharienne, environ la moitié des familles dépendent de l'agriculture de subsistance comme première source de revenus. Et l'agriculture de subsistance, c'est un type d'agriculture qui est extraordinairement vulnérable à tout impact du changement climatique. Tout changement de la pluviométrie ou de la température va tout de suite ruiner les récoltes. Et puis, ces jeunes hommes sous pression de leur famille vont parfois tomber dans les griffes de passeurs qui vont les amener de proche en proche. Ils vont être de plus en plus endettés vis-à-vis des passeurs. Et parfois, c'est comme ça que certains vont se retrouver en Libye, qui est aujourd'hui devenu un enfer sur terre pour les migrants et particulièrement pour les migrants d'Afrique subsaharienne. Et plutôt que de perdre leur vie torturés en Libye, certains vont choisir d'essayer de s'enfuir et de prendre un bateau pour traverser la Méditerranée. Et lorsqu'ils vont arriver en Europe, on va considérer qu'ils viennent de Guinée ou de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de pays qui ne sont pas en guerre, et on va les classer comme migrants économiques. Et si on les classe comme migrants économiques, c'est d'abord parce qu'on ne s'intéresse pas du tout à leur parcours migratoire, on s'en fiche complètement des raisons qui les ont poussés à migrer, on ne considère que leur nationalité d'origine. Et parce qu'on a aussi tendance à considérer que les migrations contemporaines se répartissent en 2 catégories distinctes. D'un côté, les réfugiés politiques, qui seraient les bons qu'il faudrait accueillir, et de l'autre côté, les migrants économiques, qui seraient les mauvais et qu'il faudrait renvoyer. Et effectivement, de plus en plus, et notamment à la faveur de la crise des réfugiés, on a posé un jugement normatif sur ces 2 catégories. La réalité, c'est que ce jugement normatif est quand même extraordinairement problématique, comme s'il y avait des bons et des mauvais, et surtout, à nouveau, scientifiquement infondé. Aujourd'hui, on n'est plus dans des trajectoires migratoires qui sont linéaires de A à B, où les gens vont migrer pour un motif précis, mais l'ensemble des motifs de migration vont se mélanger les uns aux autres et s'influencer mutuellement. Et on est sur des parcours qui sont très étalés dans le temps et dans l'espace. Et en réalité, cette segmentation en catégories qu'on a aujourd'hui sert bien davantage à justifier les politiques d'asile et de migration mises en place dans les pays industrialisés qu'à décrire une réalité empirique. Et c'est comme ça qu'arrive un peu dans le discours une sorte de 3e catégorie, une sorte de catégorie des réfugiés climatiques qui serait la nouvelle vague migratoire ou la nouvelle catégorie migratoire, alors qu'en réalité, ça existe déjà aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, les gens sont déplacés par les impacts du changement climatique et c'est même un des premiers facteurs de migration et de déplacement dans le monde. Vous parlez de postures qui sont un peu devenues des postures morales liées à ces nouveaux réfugiés, mais c'est aussi des politiques liées au gouvernement. Quel serait le rôle des villes, alors notamment des villes européennes, qui sont encore dans des climats plus tempérés, notamment par rapport à ces populations qui vivent plus proches de l'équateur? Est-ce qu'on a un rôle, nous? Je pense que les villes doivent jouer un rôle de plus en plus important et seront à l'avenir amenées à jouer un rôle de plus en plus important, à la fois dans l'accueil des migrants, mais aussi dans la définition des politiques migratoires. On le voit aujourd'hui un peu partout. Je prends par exemple un exemple récent de l'incendie du camp de Moria. Après l'incendie du camp de Moria, et alors qu'il y avait 13 000 personnes qui erraient sur l'île de Lesbos sans qu'il y ait aucune solution européenne de relogement qui soit envisagée, il y a eu en Allemagne plusieurs manifestations spontanées de citoyens qui disaient « Wir haben Platz ». Nous avons de la place pour accueillir. Et ces manifestations étaient portées par des autorités locales, portées par des maires, portées par des présidents de Länder, de toutes couleurs politiques, de droite comme de gauche, des écologistes comme des démocrates chrétiens. Et les citoyens disaient « Nous sommes prêts à accueillir ». Et moi, ce qui me frappe,
c'est de voir comment, en France, ce débat sur l'accueil et sur l'intégration est complètement capturé par le niveau national, et comme si on avait quelque part retiré aux maires et aux villes leur capacité d'accueil. Et comme les politiciens d'envergure nationale vont s'évertuer à projeter sur les antennes de télévision et sur les ondes de radio l'image d'une France raciste et xénophobe qui ne veut pas accueillir, alors que partout en France, partout où je vais donner des conférences, je vois exactement une autre image avec des gens qui sont prêts à accueillir et des gens des villes qui ont été, quelque part, extraordinairement ouvertes, bienveillantes à l'égard des migrants et des migrants qui se sont parfaitement intégrés dans les tissus urbains. Et je crois véritablement que si on se projette à 30 ans, je pense que les deux niveaux de pouvoir qui vont avoir de plus en plus d'importance, ça va être le niveau local et le niveau supranational. Et donc, je rêve que d'ici 10 ans, les gens en France se désintéressent complètement de l'élection présidentielle, que ça soit devenu une élection secondaire et sans importance, que les gens se passionnent pour l'élection du président ou du présidente de la Commission européenne, que les gens soient très attachés à la démocratie locale, que l'État français n'ait plus guère de compétences que pour envoyer un chanteur à l'Eurovision et une équipe de football à la Coupe du Monde, et que fondamentalement ces compétences d'asile et d'intégration aient été transférées aux villes à partir d'une sorte de régime européen commun qui fixe un certain nombre de normes et de critères, et que la mise en œuvre concrète de ces politiques soit enfin confiée aux villes qui, à mon avis, le méritent largement et en seraient beaucoup plus dignes que les États. Qu'est-ce qu'il faut pour en arriver là? Est-ce que les maires sont prêts et prêtes? Est-ce que c'est le gouvernement qui bloque pour avoir un pouvoir jacobin? Est-ce que c'est... Je pense que pour le moment, il y a une sorte de dernier baroud d'honneur des gouvernements nationaux qui vont s'accrocher aux frontières nationales, et c'est pour ça qu'on a une sorte de résurgence des souverainismes et des nationalismes pour le moment, où tout le monde ne jure plus que par les frontières nationales. Je pense que c'est une sorte de baroud d'honneur et de chant du cygne avant l'effacement progressif de ces frontières. Et je pense pas qu'il y aura une disparition des États, mais je pense qu'il y aura effectivement un affaiblissement considérable du rôle politique que les États jouent, et par contre une montée en puissance des villes et des territoires, et aussi, et ça sera le grand défi, je crois, de la gouvernance internationale. Je pense qu'on ne peut pas se passer de l'échelon global. Je pense qu'il va y avoir une montée en puissance naturelle des villes et des territoires parce que les gens sont très attachés à la question locale. On l'a bien vu à l'occasion de la crise du Covid ou de la Covid, selon que vous êtes puriste ou pas, où les gens insistent beaucoup sur cette nécessité de relocalisation. Un grand risque, je crois, c'est que cette relocalisation ne se double d'une sorte de renfermement sur soi, d'une sorte d'utopie où nous vivrions dans des sortes de communautés autarciques, un peu indépendantes les unes des autres. Et c'est pour ça qu'à mon avis, cette tendance actuelle à la relocalisation doit absolument se doubler d'un réinvestissement dans la coopération internationale, que d'ailleurs on n'appellera plus coopération internationale, mais coopération globale. Il ne s'agira pas seulement de faire coopérer des nations, mais aussi de faire coopérer des villes entre elles et d'autres entités. Et ce réinvestissement dans la coopération globale, je ne le vois guère venir pour le moment. Et c'est ça qui m'inquiète. Ça existe. Il y a par exemple le C40, qui est l'équivalent, si je grossis le trait, des ONG, mais pour les villes. Bien sûr. Dont d'ailleurs Anne Hidalgo était la présidente, je ne sais plus si c'était cette année ou l'année dernière, donc présidente du C40. On a vu après l'élection de Trump que ce soit des États ou des villes américaines ont pris leurs dispositions pour rester dans l'accord de Paris. Ça existe déjà. Il y a déjà des choses qui sont faites. Bien sûr, il y a déjà des choses qui sont faites de plus en plus. Si vous parlez du C40, le C40, pour le moment, c'est essentiellement un réseau et un lobby. Ça n'a pas encore de pouvoir véritablement décisionnaire. Je pense qu'à l'avenir, il faudra doter de plus en plus ces réseaux comme C40 et comme d'autres qui existent de pouvoir décisionnaire. Revenons à on s'est un peu éparpillé, mais pour le bien de la rencontre, revenons un peu sur le sujet des migrations. Même question que pour les autres intervenantes et intervenants. Vous êtes adjoint. Alors, j'ai essayé de traduire sur le site, on a mis Chief Climate Migration Officer, un titre qui en français est horriblement maladroit, donc vaut mieux pas que je le traduise. Mais, donc, vous êtes adjoint d'une grande ville. Quelle serait votre première mesure? Est-ce que vous bottez en touche comme Laura pour dire qu'il n'y a pas une seule mesure?
Ou est-ce que vous en avez une? Je pense que la première mesure en 2030 va être d'accompagner les citadins qui quitteront les villes. Et c'est-à-dire que je pense qu'on aura de plus en plus de migration climatique, par exemple, à Paris, de gens qui vont entamer une sorte d'exode urbain. Et que toute une série de flux migratoires qu'on connaissait traditionnellement, en particulier l'exode rural, je pense va peu à peu se transformer. Et que donc, comme les villes subiront de plus en plus souvent des vagues de chaleur, subiront de plus en plus souvent des vagues de confinement, je pense que de plus en plus de gens vont se diriger de plus en plus vers les campagnes. Et la grande question, ça va être de savoir jusqu'à quel point, jusqu'où va la ville. En d'autres termes, est-ce qu'on considère que ses habitants sont perdus pour la ville? Est-ce qu'on considère qu'il reste en quelque sorte encore des citoyens de la ville? Je pense que ça va être une vraie question dans la définition de la politique de la ville, de comment gérer l'exode urbain et comment gérer de ce fait l'accueil effectivement d'un nombre de migrants relativement important. Je pense qu'il y aura moins de problèmes de logement. Je pense que de plus en plus les entreprises et les universités auront abandonné toute idée de réunion physique et de présence physique des employés ou des étudiants. Je pense que la crise de la Covid-27 aura convaincu un grand nombre de propriétaires de logements Airbnb de remettre ces logements sur le marché. Et donc, je pense que la crise du logement qu'on connaît actuellement va quelque part se résoudre d'elle-même et qu'il y aura au contraire beaucoup de logements vides dans les villes inoccupées et qu'il va falloir trouver une manière, en termes d'intégration, d'intégrer à la fois le nouveau venu dans la ville et aussi de gérer la question du départ de ceux qui partiront. Et ça va être, je pense, un moment assez charnière pour les villes. Restez juste là, Célia Bloel, je suis obligé de vous poser la question. Est-ce qu'on n'est pas en train d'observer déjà ça à Paris? Il y a des écoles qui ferment déjà à Paris depuis quelques années. Il y a de moins en moins d'habitants. Est-ce que tout ça s'est résorbé par les nouveaux arrivants ou est-ce qu'on assiste déjà à ce qu'on pourrait appeler les prémices d'un exode à Paris? Je ne sais pas si on peut parler de prémices d'un exode, en fait. Effectivement, la population parisienne, depuis quelques années, baisse. En cette rentrée encore, on a eu une baisse de nombre d'élèves à la rentrée dans les écoles, mais pas plus que les autres années. Ça s'explique aussi par beaucoup de départs dans le privé. Il y a un autre sujet derrière ces baisses et ces fermetures d'écoles, malheureusement. Et après, ça a souvent été un sujet de, soi-disant, de déclin de Paris. Moi, je crois pas que ce soit dramatique quand il y a une baisse de population. D'ailleurs, elle est pas énorme. On est de l'ordre de moins 1%, je crois. Mais donc, du coup, par contre, c'est un des paramètres que nous devons prendre en considération dans la construction des politiques de l'avenir. Effectivement, il y a ce sujet. On est en plus dans une des villes les plus denses au monde. Donc, à voir comment on arrive à concilier départ du centre de la capitale versus comment on lutte contre un étalement urbain où il y a vraiment un problème écologique et comment on invente. Je trouve ça très intéressant les derniers mots de François Gémen parce que ça fait partie de ces sujets où là, pour le coup, nous, on esquisse à peine la réflexion sur c'est quoi demain le citoyen de la ville? Est-ce qu'on a vraiment un phénomène d'exode urbain? Si oui, qu'est-ce que ça va donner? Évidemment qu'il va y avoir un impact sur les logements. On commence un petit peu à en sentir les frémissements là avec la crise. Du coup, moi j'avoue que ça fait partie des sujets sur lesquels la prospective pour le coup est extrêmement importante et nécessaire parce que ça c'est un des gros sujets pour lequel on n'a pas encore beaucoup de billes pour savoir comment planter une politique publique là-dessus. Mais par contre, je pense que prospective à 10 ans. Pardon, Célia, pardon. Je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Non, je disais je pense que c'est très important pour les villes, effectivement, d'essayer d'avoir un regard prospectif à 10 ans ou à 20 ans, y compris d'envisager toute une série de scénarios de rupture. Ouais. C'est ce qu'on disait aussi avec Tamara, la capacité de prévention, ça fait aussi partie. Pardon, Célia. Non, mais d'où l'intitulé, effectivement, de cette belle délégation qui m'a été confiée. On s'est dit qu'il y avait beaucoup de choses déjà où on avait les grands paramètres, mais que maintenant, vous savez quel objectif on devait tenir d'ici à 2050, mais qu'il nous manquait quand même fortement les grands jalons et les chemins et qu'il fallait arriver à se projeter dans un futur très proche, d'où le Paris 2030. Mais ça fait partie des données où à la fois, y compris ce que tu disais sur les phénomènes migratoires, cette espèce de mayonnaise qu'on essaye de nous faire monter sur c'est catastrophique, les gens ne veulent pas, enfin cette caricature qu'on fait du sujet migratoire.
Moi, c'est vrai que j'ai une double fierté à la fois en tant qu'élue parisienne parce que on a tenté le camp d'accueil, le centre humanitaire, mais je suis aussi originaire d'un tout petit village en Alsace, 800 habitants, 80 migrants accueillis depuis 3 ans et ça se passe très bien. Donc, il faut arriver à plus avoir peur de ce sujet, je pense, en tant que politique. Je pense que beaucoup de politiques ont peur de l'aborder pour y aller. Pareil, la baisse petite de la population à Paris, c'est pas comme nous mettre les éditorialistes, ce qui est arrivé, une grosse catastrophe. C'est un élément du monde qui est en train de se structurer et il faut bosser dessus. Mais là, c'est vraiment comment on met vraiment les mains dedans, on sort du macro pour se demander à quoi ça va, quel impact ça va avoir sur nos villes. C'est un des sujets compliqués. C'est une invitation. J'aimerais beaucoup poursuivre l'échange avec François Gémen sur ce sujet dans les semaines qui viennent. Volonté. Et je crois que c'est vraiment un sujet dont les politiques doivent se saisir. Je suis très frappé de voir comme sur la question des migrations, très souvent, les politiques de gauche comme de droite républicaine considèrent que c'est un sujet explosif, très clivant pour les gens, et donc sont sans cesse dans une sorte d'approche défensive et réactive, plutôt que d'être dans une approche prospective qui va essayer d'organiser les choses. Très bien. En tout cas, le message est passé. Célia, vous voulez rajouter quelque chose? Juste que une fois de plus, je partage. Je pense que c'est un sujet qui fait peur, mais là, pour le coup, chez nous à Paris, a vraiment été pris à bras le corps par la maire elle-même, qui a tendance toujours à dire que voilà, il faut assumer que les villes, a fortiori les capitales, accueillent autant les gagnants que les perdants de notre société, et que du coup, il faut qu'on fasse le job pour avoir des réelles politiques d'accueil. Et que du coup, voilà, il faut faire. J'ai perdu ce que je voulais vous dire, mais en tout cas de dire que oui, faut pas en avoir peur, effectivement. Et peut-être juste dernière chose, oui, effectivement, il y a une diplomatie des villes qui est vraiment en train de s'organiser. Les villes sont en réseau. Ça fait assez peur aux États. Moi, je l'ai vraiment ressenti au moment des COP. Ils n'aiment pas trop voir leurs autorités locales prendre de la place. Et je pense qu'effectivement, c'est la suite et partage la même crainte sur le multilatéral qu'a exprimé François Gémen, malheureusement. Merci Célia. On approche, peut-être, restez François, on approche de la fin. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit en ligne ou ici? Je crois qu'il faut s'approcher du micro qui est là si vous avez des questions pour nos intervenantes et intervenants. Oui. Est-ce qu'on a un... Attendez, je vais vous mettre un... J'ai le micro en face de moi. Un micro. Je vais peut-être l'accrocher, comme ça il n'y a pas de... Encore faut-il que je sache comment faire. Vas-y. Donc moi je me demandais, vous disiez qu'il devait y avoir une gouvernance à l'échelle supérieure au pays. Est-ce que la mission de l'ONU pour The Human Establishment a un rôle à jouer justement dans toutes ces questions de migration dont vous parlez? Oui, certainement. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que le problème de l'ONU, c'est le N. C'est-à-dire que on reste dans une organisation internationale et dans une coopération qui est organisée entre nations, c'est-à-dire via des gouvernements. Et qu'un grand enjeu pour l'ONU en tant qu'organisation, c'est d'arriver à un stade où l'on coopère pas seulement entre gouvernements, mais avec d'autres entités. Et l'ONU joue déjà un rôle très important pour la question de la gestion des migrations, qu'il s'agisse des migrations dites volontaires avec l'OIM ou des migrations forcées avec le HCR, qu'il s'agisse aussi des migrations liées aux dégradations du climat et de l'environnement avec une organisation un peu hybride qui n'est pas tout à fait onusienne, mais qui dépend quand même un peu de l'ONU, qui est la plateforme on disaster displacement, donc la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, qui est présidée par la France jusqu'à la fin de cette année. Je pense que deux instruments dont on ne parle plus guère aujourd'hui, mais qui pourtant sont importants, ce sont les deux pactes mondiaux sur les migrations et sur les réfugiés. On a beaucoup parlé du pacte sur les migrations qui a été signé à Marrakech à la fin de l'année 2018 et qui a provoqué tout un pataquès avec des gouvernements européens qui se sont tirés et qui vraiment pose les jalons d'une coopération un peu renouvelée sur cette question des migrations et d'une coopération qui dépasse les seuls gouvernements. Et donc je pense que c'est en fait un très bon texte, mais qui malheureusement est aujourd'hui déjà complètement tombé dans l'oubli. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'aimerais bien avoir peut-être l'avis de Tamara sur cette question de migration aussi. Est-ce que ça fait partie des populations fragiles dont vous parliez tout à l'heure? Ça m'intéresserait d'avoir
votre avis là-dessus aussi. Est-ce que ça peut être pris en compte dans la prévention, les différentes migrations, notamment liées au climat? Tout à fait. Je pense, bon, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Et en fait, on sait depuis très très longtemps que les migrants, face aux pandémies, ils ont des taux de morbidité et des taux de mortalité beaucoup plus élevés. On sait pendant, par exemple, la Grande Peste, dans l'époque médiévale, c'était des migrants qui ont décédé bien en avant. Donc ça, c'est une des populations que nous allons, on va essayer de travailler avec notre projet en France. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres il y avait une remarque effectivement peut-être plus pour Laura pour finir sur le site. Ça rejoint un peu ce que vous disiez sur le moment Covid. La remarque, c'est les bureaux vidés par le Covid ou la Covid, effectivement, sont probablement une piste à explorer. Est-ce qu'il y a aujourd'hui que ce soit Célia Bloel ou Laura Colny, sur ces bureaux vides, est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place ou dont vous êtes au courant, Laura Colny? Oui, vous m'écoutez? Oui, on vous entend, oui. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? En général, oui, il y a vraiment, je sais pas maintenant par cœur les dates, les informations sur le nombre de bureaux vides, mais c'est clair que, par exemple, la construction des bureaux, ça a été un des sujets de la financialisation dans les villes. On a construit, surtout dans les années passées, un nombre très haut de bureaux construits surtout dans des investisseurs globaux qui ont fait des spéculations sur les villes pour gagner les surplus de l'investissement. Comme ça, ils sont vides. Bien sûr, c'est une option. À Berlin, il y a des expérimentations sur la réutilisation de bureaux comme ça. Mais je peux pas maintenant vous dire exactement les dates. Pas une question piège, hein. Il est 20h, on est vendredi. C'était pas une question piège, vous inquiétez pas. Ouais. Mais non, si je peux, je veux un peu donner une réponse rapidement, allez-y. Oui, non, sur l'aspect des villes solidaires, c'est vraiment un aspect vraiment fort. En France, il y a le réseau de villes accueillantes des Invita. On a un réseau qui était bâti maintenant par des NGO comme Open Arms, SOS Méditerranée, Alarm Phone, qui est en train de mettre en dialogue les villes et les organisations NGO avec des fonds européens pour construire avec aussi le mouvement qui a été nommé en Allemagne de Seebrugge, un rôle plus fort pour des villes pour relancer les rôles des villes accueillantes. Ça, c'est vraiment un mouvement très, très puissant. Eurocities, c'est l'organisation européenne des villes, pousse sur ça. Et alors, vraiment, je crois que c'est le futur. Et j'espère que la ville de Paris aura un rôle prominent. Très bien. Célia Bloel, pour le mot de la fin, sur ces villes accueillantes ou sur... Juste pour dire qu'effectivement sur les bureaux, on observe ce phénomène post-Covid avec des mètres carrés qui vont se libérer et effectivement on regarde comment en faire quelque chose. Et oui, sur le rôle des villes, c'est une soirée extrêmement positive pour moi parce que je vois qu'on est un certain nombre convaincus sur la force, la place des villes face à tout ça. Ça fait des fois beaucoup sur les épaules, mais je crois aussi que c'est une force de victoire. Donc on est dans effectivement plusieurs réseaux sur les sujets de solidarité, de climat. Peut-être le sujet, c'est d'avoir un peu moins de réseaux et maintenant de gagner en poids et en efficacité et en outils pour fonctionner. Comme l'a dit François Gémen, pour l'instant, on est un lobby. On est obligé de faire notre place, de demander une chaise autour des tables où sont les gouvernements. Et des fois, on l'a même fait une chaise et nous asseoir. Et du coup, j'espère que l'histoire va s'écrire comme vous le dites là. En tout cas, il y a beaucoup de villes françaises, européennes qui sont convaincues de ça. Et je pense d'ailleurs que ce mandat municipal va montrer encore plus cette montée en puissance des villes. Donc, reparlons-en avant 2030. Mais effectivement, il y a un élément qui pousse dans ce sens-là. Il reste à voir comment l'histoire va s'écrire dans les années qui viennent. Il y a beaucoup de force dans tous les sens. Donc, à suivre.
À suivre, effectivement, à suivre. C'est pas du tout terminé. Le débat reste ouvert. Merci beaucoup. Rendez-vous dans 6 ans, alors, avant 2030 pour la prochaine mandature. Même un peu avant, effectivement, peut-être à mi-mandat pour faire un petit point. Merci beaucoup. On peut à nouveau applaudir toutes nos intervenantes et intervenants. Merci. Merci François, merci Romain, merci Tamara. Merci Laura d'Italie et merci beaucoup Célia de je ne sais pas où, mais en tout cas merci encore d'avoir pris le temps. Bonne soirée à tout le monde, à très vite et peut-être à dans 3 ans, à mi-mandat alors. Merci. Merci beaucoup.